Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Vincent Grandjean, chancelier depuis 1997. Vous allez prochainement quitter vos fonctions. Avant votre départ, nous avons souhaité profiter de votre témoignage pour observer un peu les évolutions qu'il y a eu à l'administration cantonale vaudoise. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait en effet extrêmement plaisir et je trouve très très intéressant qu'on me donne l'occasion de faire livrer quelques observations, faire quelques remarques, parce que ça fait en effet 25 ans à peu près que je suis à ce poste. Ça fait à peu près 30 ans que je suis à l'État de Vaud et donc il y a une somme de choses à dire parce que des évolutions, il y en a eu pendant toute cette période. Monsieur le chancelier, où sommes-nous et quelle importance a cet endroit pour vous? On est dans l'endroit qui est peut-être le plus important pour moi au travail, puisqu'on est dans la salle du Conseil d'État, la salle du gouvernement. Ça fait depuis 1803 que le gouvernement siège dans le château cantonal. On se trouve dans le château cantonal, dans une salle qui est la salle des décisions du Conseil d'État. Alors c'est celle où je suis le plus tendu, parfois le plus stressé, mais c'est vraiment la salle qui a le plus d'importance pour moi. Monsieur le chancelier, quelles sont les évolutions fortes du fonctionnement de l'État lors de ces dernières années? Il y en a plusieurs. Elles ont un point commun, un dénominateur commun, c'est qu'elles relèvent du paradoxe, et beaucoup plus qu'il y a un quart de siècle. La première chose, c'est que l'environnement général des activités de l'administration, c'est la complexité, les dossiers sont complexes, le monde dans lequel on est complexe, et puis en même temps, on a une population des usagers, des usagères qui requièrent de la simplicité, de la rapidité, de l'efficacité, mais il y a cette double exigence d'être confronté à la fois à la simplicité dans ce qu'on donne, dans ce qu'on fait, et puis en même temps de se mouvoir dans un univers qui est très complexe. Il y a un autre paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse à l'État, eh bien, on a une spécialité. Et ces spécialités sont toujours plus pointues, les formations sont toujours plus pointues, les travaux, les tâches le sont toujours davantage, et puis en même temps, on doit garder la dimension transversale, les liens qu'on a autour de nous, les référentiels, les cadres légaux, les interactions qu'on a avec d'autres personnes autour de soi, d'autres entités. Donc il y a ce paradoxe de la spécialisation et puis en même temps de garder toujours en tête cette dimension de transversalité. Il y a le fait que l'État, l'administration est quelque chose de fondamentalement stable et puis en même temps il faut faire preuve d'innovation. On a l'obligation d'appliquer des règles légales, on est dans un état de droit, et puis en même temps, la complexité du monde, la rapidité des changements fait qu'on doit aussi innover beaucoup, et on a donc deux forces qui se contredisent un tout petit peu, on va dire la stabilité, un point de repère solide, un cadre légal, un état de droit, et puis en même temps, il faut quand même innover, proposer, se moderniser. On peut par exemple prendre l'image d'un bob à 4, si dans un bob à 4 il n'y a que des freineurs, eh bien il reste dans les starting blocks. S'il n'y a que des pousseurs, eh bien il va valser dans les décors. Il faut un pilote, il faut des pousseurs, il faut un freineur. Je pense que l'administration et chaque service d'administration doit avoir un petit peu cette idée qu'il est à la fois innovant, qu'il doit bouger, qu'il doit changer et en même temps qu'il incarne cette stabilité. Et puis un dernier exemple, c'est que on invoque beaucoup aujourd'hui la transparence. À juste titre, on doit montrer ce qu'on fait, mais d'un autre côté, l'exigence de protection d'intérêts privés est très forte. Donc c'est un autre exemple de ces évolutions récentes qui nous plongent en plein paradoxe. Monsieur le chancelier, qu'est-ce qui a changé dans la façon de travailler de l'exécutif cantonal? Notamment, quelles sont les répercussions sur ses attentes vis-à-vis de l'administration? Ce qui a changé peu à peu pendant 25 ans, c'est la complexité des dossiers, la rapidité des décisions à prendre, le fait qu'il faut en même temps
imaginer des stratégies et puis résoudre des problèmes très, très concrets. Donc c'est vraiment cette rapidité, cette complexité. Et évidemment que les attentes vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des chefs de service, mais pas seulement des chefs de projet, des cadres, c'est qu'il y ait cette même souplesse, cette disponibilité qui fait qu'on est toujours prêt à documenter rapidement le Conseil d'État de manière complète. Donc voilà, les exigences que l'exécutif se donne à lui-même, eh bien, il les donne forcément plus bas dans l'administration. Eh bien, du coup, quelles seraient les 5 questions qu'il faudrait se poser finalement avant de faire une proposition à son ou à sa chef de département? Alors, il y a un certain formel dans les propositions du Conseil d'État, formel qui n'est pas là par hasard, où c'est une véritable checklist de tous les éléments qui doivent avoir été étudiés au préalable. Ça va de la conformité au plan de législature, conformité au budget, à la planification financière, et puis est-ce que ça répond à un certain nombre d'exigences, exigences en matière d'égalité homme-femme, en matière de simplification administrative, etc. Et puis, donc c'est forcément au-delà de 5 questions, je dirais que c'est une véritable checklist, et voilà. Mais la question de base, c'est celle-ci: est-ce que nous donnons au chef de département toute l'information dont il a besoin pour ensuite être à l'aise dans une décision parfois très compliquée? Quels conseils vous donneriez aux services ou aux collaborateurs lorsqu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus par leur chef de département? Alors la première chose que je dirais, c'est d'avoir conscience qu'on est dans une démocratie, on est dans un régime plutôt politique, pas celui d'une entreprise, et donc les décisions sont plus compliquées parce qu'il faut tenir compte de beaucoup plus d'éléments, il faut trouver un consensus, donc jongler avec des intérêts parfois contradictoires, ce qui rend les décisions plus longues, plus difficiles. Et donc le conseil que je donne, c'est la persévérance, la compréhension, parce que le modèle démocratique est fait de complications, d'allers-retours, voilà, de louvoiements parfois. C'est normal. Mais les bonnes idées finissent toujours par s'imposer. De la persévérance, donc. De la persévérance. Est-ce que vous avez senti une influence lors de l'arrivée de femmes au Conseil d'État? Alors c'est vrai qu'en Suisse, la présence nombreuse de femmes au Conseil d'État depuis un certain nombre d'années, donc ce n'était pas qu'un épiphénomène, on voit que c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée, c'est un magnifique effet de signal pour renforcer la présence des femmes dans l'encadrement de l'État, aussi dans les postes à responsabilité. Alors je dirais que c'est avant tout un effet de signal parce que la fonction de chef de département, elle est très complète, elle est très formatrice, elle modèle, elle formate la personne qui exerce cette fonction de conseiller, conseillère d'État. On est à la fois ministre, chef de département, et donc le moule vous façonne des personnalités dans un monde professionnel qui gomme un petit peu les différences hommes-femmes. Et la fonction prédomine véritablement sur toute autre considération. Et quelle influence diriez-vous que la personnalité du président du Conseil d'État peut avoir? La personnalité de la personne qui exerce la présidence, c'est une femme en l'occurrence, eh bien c'est, je dirais, la bienveillance vis-à-vis du collège et vis-à-vis des collègues. La mission de cette présidence, c'est la constitution vaudoise qu'il veut, c'est un petit peu une particularité en Suisse, c'est une présidence sur 5 ans, une présidence renforcée, dont la mission est d'appuyer vraiment l'activité gouvernementale, d'assurer la cohésion de cette activité gouvernementale et aussi d'être en appui de collègues devant des dossiers complexes, devant des dossiers difficiles. Et je dirais que c'est cette bienveillance par rapport au collège, bienveillance par rapport aux collègues. Est-ce qu'il y a un élément inspirant que vous avez pu voir mis en œuvre dans l'organisation d'une autre autorité, qu'elle soit cantonale ou différente, que vous aimeriez voir mis en œuvre au sein de l'administration cantonale vaudoise? Alors je pense que c'est en effet
très bien de toujours regarder ce qui se fait ailleurs. Nous, il y a des choses qu'on fait très bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Et en effet, moi, j'observe volontiers ce qui se fait dans les communes vaudoises, mais aussi dans d'autres cantons. J'aurais plusieurs exemples, mais il y en a un que j'ai en tête en ce moment. C'est le soin que les administrations de 2 cantons romans, Neuchâtel et Jura, que ces 2 cantons mettent dans leurs relations avec les administrés en les considérant vraiment comme des usagers, des usagères, en leur donnant finalement la primauté. Et ça se traduit par une bonne organisation de cyberadministration que je trouve exemplaire et inspirante. Monsieur le chancelier, quel est l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication entre les diffusions instantanées, les flux bidirectionnels, les informations partagées et challengées? Qu'est-ce que cela induit dans l'exécutif? Comment ont évolué ces objectifs? Et que doit avoir dans la tête un collaborateur ou une collaboratrice de l'État? Alors c'est une vaste question, puisque c'est toute l'évolution, les nouveaux outils qui existent, des outils de communication, des outils de partage de l'information. Et ces nouvelles technologies d'information et de communication, c'est d'abord des outils extraordinaires qui permettent d'avoir vraiment les informations importantes, de les partager en temps réel. Alors évidemment, ça a une incidence pour le gouvernement, ça a une incidence pour toute l'administration. Il faut déjà avoir en tête qu'il faut user de ces nouvelles technologies, mais pas en abuser, qu'il faut toujours avoir de la considération pour la population. On a une partie de la population qui va un petit peu moins vite, qui suit un petit peu moins vite l'évolution de la technologie. Et il faut quand même avoir ça en tête, parce que l'État, ce n'est pas comme n'importe quelle entreprise qui peut foncer dans les nouvelles technologies. Beaucoup d'incidences, des incidences politiques, par exemple. Quelle politique de formation on privilégie par rapport aux besoins, notamment des entreprises dans 10 ans? Quel type d'emplois existeront? Et là, évidemment, on va dire que les nouvelles technologies, c'est d'abord une influence directe sur des choix politiques. Et puis après, c'est l'équipement même de l'administration, l'équipement, on va dire l'équipement de travail, où c'est, je l'ai dit, c'est un plus. Et puis, il y a aussi, dans votre question, le fait que si l'information circule vite, il y a la présence des médias. Les médias évoluent, sont en pleine mutation, avec notamment l'irruption de nouvelles manières d'informer qui sont en continu. L'information aujourd'hui, elle est instantanée. On n'a plus beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. Et donc, on est sans arrêt, en quelque sorte, agressé par des demandes d'information, les médias, la population, et on attend de tout le monde des réponses très rapides, non pas précipitées. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit exercer, qu'il s'agisse des politiciennes, des politiciens, mais aussi de toutes les personnes dans l'administration, c'est de savoir se mettre dans le rythme de ces nouveaux outils de communication. Et puis, il y a le risque parfois de dépasser le cadre parce qu'on a répondu trop vite. On doit faire attention parce que dans, on va dire, ce maelstrom d'informations qui viennent, on doit se rappeler qu'il y a des intérêts à protéger, même si on essaie d'être le plus transparent possible. On doit aussi préserver un certain nombre d'intérêts, voire parfois de secrets. Donc oui, ça change les politiques et ça change aussi fondamentalement les attitudes. Je crois, pour faire court, qu'il faut être quand même globalement positif par rapport à ces NTIC. Alors justement, j'avais une question sur la politique. Qu'est-ce que ça change dans le processus de prise de décision politique? Ce qui change, c'est que c'est toujours cette rapidité et puis le fait qu'on a beaucoup d'informations qui nous viennent, beaucoup de sollicitations. Et donc, ce qui change, c'est qu'on doit d'abord savoir trier intelligemment l'information, trouver l'information qui est utile. Et alors, du coup, eh bien, c'est avant tout un outil extraordinaire, un outil de facilitation. Mais il faut avoir ses points de repère, trouver les sources fiables d'informations. Mais je dirais globalement que c'est d'abord à voir comme un outil. Mais d'un autre côté, ça ne fait que complexifier les discussions parce qu'on a beaucoup plus de sujets à traiter, d'informations à traiter. Donc ça complexifie
et puis en même temps, c'est quand même un sacré plus, un sacré appui. Et qu'est-ce que cela change dans les gestionnaires et agents publics? Tout le monde est concerné par, disons, l'évolution, l'irruption de ces nouvelles technologies d'information et de communication. Tout le monde est concerné par la transition numérique. C'est un défi, ça a des opportunités pour les entreprises, pour la population, pour le canton. Et puis ça a des exigences. C'est toujours de s'y retrouver, c'est toujours de savoir pourquoi on utilise ces outils. C'est de choisir aussi, et ça je pense que ça concerne surtout les responsables, c'est de choisir les bons outils, de ne pas multiplier les outils qui parfois ne sont pas utiles. Et si on choisit bien les outils, je pense que c'est bien. Il y a une culture. Je pense que la transition numérique, c'est aussi une manière un petit peu différente de regarder les problèmes. Et il faut être conscient que la transition numérique nécessite aussi un effort, peut-être de la formation continue pour beaucoup de personnes qui travaillent à l'État depuis un certain nombre d'années. Ces personnes doivent accepter de revoir un certain nombre de manières de faire, de manières de travail, mais il ne faut pas le faire avec appréhension, il faut le faire avec curiosité et intelligence. Monsieur le chancelier, comment la répartition des rôles entre exécutif et l'administration a-t-elle évolué? Et est-ce que la double pyramide du pouvoir est encore un modèle qui est d'actualité à ce jour? Voilà, alors cette double pyramide, ça signifie en effet que dans une représentation traditionnelle, et qui était d'ailleurs encore très prégnante quand j'ai commencé mon travail à la chancellerie, c'est, pour simplifier, le pouvoir politique, le gouvernement, les chefs de département prennent les décisions politiques font les arbitrages, et puis on a une administration qui connaît bien la matière, qui a l'expertise, qui a le savoir-faire technique, et puis que c'est deux mondes qui ont des rôles extrêmement clairs et distincts. Je pense qu'il est toujours juste d'affirmer que la décision, la responsabilité d'une décision reste l'affaire du politique, et puis que l'administration a la responsabilité d'avoir une connaissance exemplaire des dossiers, des problèmes à régler sous l'angle technique, juridique, informatique, etc., économique, social. Et donc ça reste toujours valable. Par contre, aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'interpénétration entre ces deux mondes, dans le sens que, vu la complexité de l'environnement général des activités de l'État, du monde en général, il est plus possible pour le pouvoir politique de simplement attendre l'information qui vient de l'administration. Les politiciens et politiciennes qui gouvernent doivent eux-mêmes avoir une connaissance des dossiers, une connaissance synthétique, mais une connaissance quand même assez poussée des dossiers. Inversement, l'administration n'est pas que dépositaire d'une expertise, de connaissances techniques. Elle doit aussi participer à l'élaboration des stratégies, et l'élaboration d'une stratégie est un petit peu à l'intersection entre le monde de la décision politique et le monde de l'expertise. Et on attend aujourd'hui de l'administration non seulement qu'elle soit dépositaire d'un savoir, mais qu'elle soit force de proposition et qu'elle participe à la conception d'une stratégie. Donc voilà pourquoi ce principe des deux pyramides, il est moins net aujourd'hui, il reste fondamentalement juste, mais il comporte beaucoup de nuances aujourd'hui, en 2021. Il y a toujours plus de directions générales, d'entités administratives qui sont plus grandes. Pourquoi et qu'est-ce que ça permet? L'organisation de l'État, au moment où je suis arrivé il y a 25 ans, a été figée dans une loi. L'organisation détaillée des départements était fixée par le Grand Conseil, donc on partait de l'idée que l'administration, la structure administrative était à peu près immuable, gravée dans le marbre. Et puis la loi a changé pour permettre au Conseil d'État d'adapter les structures à l'évolution des dossiers, de pouvoir remodeler l'administration en fonction des besoins avec beaucoup plus de souplesse. Aujourd'hui, c'est absolument indiscutable, ça vaut pour toute grande entreprise, ça vaut aussi pour les pouvoirs publics. Et l'une des transformations possibles, c'est que les entités qui assez naturellement doivent travailler la main dans la main
soit rapprochés, soit regroupés dans des directions générales. Et on ne réforme pas pour réformer, pour le plaisir de réformer, mais lorsque l'on crée une direction générale, c'est qu'on sait que dans la durée, deux entités qui peuvent avoir des missions légales différentes, mais tout à fait complémentaires, il y a ce qu'on appelle des synergies, il y a une masse critique, on peut mettre des ressources ensemble, on peut mettre des savoir-faire ensemble, et notamment lorsqu'il s'agit d'avoir une ligne stratégique commune à deux entités qui font des choses un peu différentes mais complémentaires, c'est un gros plus pour la collectivité publique que de voir ces services rassemblés dans une direction générale. Mais ça n'est pas une tendance absolue et on aura toujours des entités qui ne s'appelleront pas des directions générales. Monsieur le chancelier, quels sont les chantiers que vous rêvez de voir s'accélérer ou dont vous avez le regret qu'ils ne soient pas encore aboutis? D'accord. Je dirais que les chantiers qui, à mon avis, doivent s'accélérer, c'est la cyberadministration. Où je pense que voilà, maintenant, on a pris le pli de développer la cyberadministration sans oublier les personnes qui n'ont pas accès à des services en ligne. Mais on a encore là vraiment bien du travail, je souhaite que ça s'accélère. Il y a un chantier qui a commencé et qui est très très important pour ces prochaines années, c'est le chantier du plan climat. Toutes les mesures que les cantons, et le canton de Vaud en particulier, peuvent entreprendre pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. C'est aujourd'hui une priorité et on espère que ce chantier va s'accélérer. Un chantier où j'ai peut-être un regret, on va dire. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Oui. Je pense qu'on fait beaucoup pour la place des femmes dans l'administration, notamment dans des niveaux de direction. J'espère que ça va continuer de s'accélérer pour qu'on arrive à une certaine parité naturelle. Il y a encore du chemin. On a pris le pli, mais il faut continuer. Et puis une chose aussi que je vois avec un petit regret, puis aussi peut-être le sentiment de moi-même ne pas avoir contribué à la chose, c'est la mobilité. Bon, moi, ça fait juste 24 ans que je suis assis dans le même fauteuil, en quelque sorte. Je ne suis pas un exemple de mobilité interne, mais c'est vrai que si le fait d'être bien dans son travail fait qu'on n'y bouge pas, ben, ça a quelque chose de très positif, mais on ne bouge pas assez dans l'administration, qui est quand même le plus gros employeur du canton, avec plus de 30 000 visages, donc il y a des possibilités de faire carrière ailleurs, de bouger un petit peu. Voilà. Donc voilà, un chantier qu'on pourrait doper un tout petit peu, c'est celui de la mobilité interne. Alors vous souhaitez que ça s'améliore alors. Et est-ce que vous auriez des conseils pour la nouvelle génération? Alors la nouvelle génération comme vous, qui, oui, je l'espère, va trouver son bonheur dans cette administration cantonale. L'administration n'est pas tout, il y a aussi le secteur privé bien sûr, mais il y a des belles possibilités de carrière dans l'administration. Et oui, ce que je peux dire à la nouvelle génération, c'est de comprendre à quoi servent les institutions. Parce que, évidemment, dans le monde dans lequel on vit, les repères s'effacent. À quoi sert l'État? Est-ce que l'administration, ça sert à quelque chose? Oui, on le voit notamment dans les périodes de crise, mais l'État joue un grand rôle. De travailler pour l'État, ça a du sens. Nos institutions sont assez vieilles, puisqu'elles existent depuis 2 siècles, mais évidemment, elles travaillent de manière totalement différente. Mais disons, dans ces institutions stables, il y a beaucoup de sens. Et voilà, ce que je peux dire à la jeune génération, c'est ouvrez les yeux sur le sens de ces institutions. Monsieur Grandjean, quel est votre bilan personnel au moment de vous en aller? Par exemple, quel aspect du soutien des vice-chanceliers vous a-t-il été le plus utile? Alors c'est bien de commencer le bilan en évoquant les personnes qui me sont le plus proches, donc les 2 vice-chanceliers, une vice-chancelière, un vice-chancelier. Et c'est vrai que dans mon bilan, je suis obligé de dire que mon bilan c'est aussi le leur et de leur dire que je les remercie pour 2 choses. D'abord leur expertise, parce qu'il y a des choses qu'ils font beaucoup, elles font beaucoup mieux que moi. Et l'autre chose c'est l'amitié dans le travail, qui n'est pas forcément la même que l'amitié dans le privé, mais l'amitié dans le travail au fil des années
quand on doit serrer les dents au même moment, quand on doit s'entraider, ben, ça forge une vraie amitié. Je pense que ce sont ces deux éléments, l'expertise que je n'ai pas et qu'ils ont, et puis cette amitié qui se développe au cours de longues années où on travaille ensemble. Quel est le meilleur souvenir que vous avez dans votre fonction? Oh là là. Alors, il y en a évidemment beaucoup. Il y en a beaucoup et je ne suis pas sûr de pouvoir citer un événement en particulier. Par contre, il y a une période qui pour moi a été extrêmement, que je ressens comme un très très bon souvenir, c'est que je vais quitter une administration qui est encore dans une crise mondiale, une crise pandémique, systémique, dont on voit quand même peu à peu le bout du tunnel. Et puis, quand je suis arrivé à cette fonction, nous étions aussi dans une crise qui était très différente, une crise qui touchait plus particulièrement le canton de Vaud, qui a été plus longue, qui a été une crise économique, une crise financière, une crise des institutions. Et ça n'est pas survenu d'un jour à l'autre, mais il est quand même arrivé une période, une année, je dirais, peut-être autour de 2001-2002, où on avait le sentiment d'être vraiment sorti de cette longue crise. Toute crise a un début, une fin, et la crise des années 90 était longue, avec évidemment des moments plus aigus que d'autres. Mais à un moment donné, on pouvait se dire, tiens, maintenant, on est vraiment sorti de là, et ça correspond à ces années-là, et je l'associe vraiment comme le meilleur souvenir professionnel. Et quel moment a été le plus marquant pour vous en tant que chancelier? Alors il y en a un qui se répète à chaque début de législature. C'est le moment où il faut recueillir le serment des membres du Conseil d'État après les élections générales. Ça se fait dans un lieu sacré qui est la cathédrale. Et c'est un moment de très très grande solennité, un concentré de ce qu'est le sens et l'actualité des institutions. C'est aussi dans ce moment-là qu'on réalise ce qui attend ce Conseil d'État pour les 5 prochaines années. Donc c'est à la fois un moment qui est très beau, qui est très grave, qui montre aussi la solidité des institutions. C'est un grand moment. Et puis voilà, donc ça n'arrive pas qu'une fois, ça arrive à chaque début de législature, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est un sacré moment. Monsieur Grandjean, quel héritage souhaitez-vous laisser à votre successeur? Quel élément en particulier êtes-vous fier de lui laisser? Évidemment, si on se met du point de vue de l'héritier, les héritiers sont toujours contents quand il y a un gros héritage, mais je ne veux justement pas laisser un héritage trop lourd parce que je souhaite que la personne qui me succède puisse vraiment aussi, à son tour, peu à peu, façonner la chancellerie en fonction des besoins du Conseil d'État, des autorités de l'administration, mais qu'ils ne sentent pas un héritage trop lourd. Je pense pouvoir léguer des valeurs que je ne vois pas se déliter avec l'arrivée d'une nouvelle personne parce qu'elles sont solides dans l'équipe de la chancellerie, notamment cette notion de service, de ne pas chercher la lumière mais de chercher le service, de le faire avec un certain bonheur, même avec un certain humour. Je crois que c'est incompatible et ça aide dans les moments difficiles. Donc des valeurs, ça me paraît important. Et puis la deuxième chose qui est un acquis et donc qui fait partie de l'héritage, c'est que à force, eh bien, nos institutions clarifient bien le rôle du gouvernement, du Conseil d'État et puis le rôle de l'administration. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux, c'est quelque chose qui est bien établi. Ça a l'air peut-être un petit peu abstrait de le dire, mais c'est très important qu'on ne se trompe pas sur ce qu'est le Conseil d'État et sur ce qu'est l'administration. Et je crois que ce sont des choses très claires et qui vont continuer avec la personne qui me succède. Et si ce successeur était une successeur, une femme, quel serait votre sentiment? Évidemment, ça doublerait mon plaisir parce que je pense que ce serait d'abord une personne compétente et c'est ce qu'il faut. Et puis c'est vrai que si c'est une femme, c'est vraiment un signal de plus qui est donné pour augmenter la présence des femmes dans ce type de poste. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une obsession, une fixation et il faut aussi un petit peu relativiser cette chose au moment du choix. Bien sûr que ça me ferait plaisir, mais pour moi c'est surtout
de voir une personne de qualité. C'est ça qui compte à mes yeux. Au moment de laisser les clés de votre bureau à votre successeur, quel sera le dernier conseil que vous lui donnerez? Je vais lui remettre les clés du bureau et puis je vais simplement lui dire de ne jamais utiliser ces clés pour fermer la porte. Tout simplement. Merci beaucoup, merci pour la qualité des questions que vous m'avez posées. Et puis à mon tour de vous souhaiter une bonne suite. Quand je vous vois, j'ai un petit peu un arc-en-ciel dans mon cœur parce que je suis content de partir à la retraite. Et puis en même temps, avec votre jeunesse, avec tout cet avenir que vous avez, j'aimerais en même temps être un petit peu à vos côtés pour continuer l'aventure. Alors merci à vous et encore une fois, bonne suite. Merci beaucoup.